Avec les prises d'air ouvertes, la salle des machines commence à se remplir d'eau, entraînant le sous-marin dans une plongée par l'arrière. D'abord, au début de 1915, la Royal Navy avait une nouvelle tactique pour sa guerre navale. Ils avaient besoin d'un nouveau type de sous-marin rapide, capable de dépasser les 21 nœuds en surface et dans les eaux agitées de la mer du Nord. Le rôle du sous-marin était d'opérer avec la grande flotte, en travaillant simultanément avec les croiseurs de la flotte, et d'être la force de frappe pour engager l'ennemi devant les cuirassés. Les sous-marins conventionnels à moteur diesel en service ne pouvaient pas répondre à cette exigence de vitesse. Ainsi, en 1913, les spécifications pour un sous-marin à vapeur, conçu par le directeur de la construction navale de l'Amirauté, ont été transmises aux Vickers Shipbuilding pour une conception détaillée. K-13 était l'un des 12 sous-marins de classe K, commandés en août 1915. La construction a commencé au chantier naval de Fairfield, à Govan, en octobre 1915, et le lancement a eu lieu le 11 novembre 1916. Le K-13 se distinguait par sa taille, 103 mètres de long avec une largeur de 8 mètres et un tirant d'eau de 6 mètres pour la propulsion. En surface, il était équipé de 2 chaudières à tube d'eau, chacune alimentant une turbine à vapeur à engrenage, qui actionnait 2 hélices à 3 pales. Pouvant atteindre 24 nœuds en surface, les hélices étaient propulsées par 4 moteurs électriques atteignant 8 nœuds en plongée. Il avait un générateur diesel pour recharger les batteries. En surface, le K-13 avait une autonomie de 12 500 milles nautiques et de 40 000 nautiques en plongée. À tribord de la salle des chaudières se trouvait un passage étanche reliant la salle des turbines et les compartiments des torpilles. Chaque extrémité de ce passage était étanche, et à mi-chemin, un hublot donnait sur la salle des chaudières. Il y avait au total 9 portes étanches et 4 prises d'air de 94 cm pour la salle des chaudières, équipées de capots en forme de champignon. Le K-13 est exploité par un équipage de 52 personnes, y compris des officiers. Le lundi 29 janvier 1917, le K-13 se trouve à Gairloch, une écluse en pleine mer à Argyle-et-Bute, en Écosse, pour effectuer ses essais de réception. Dernière étape avant que Fairfield ne remette officiellement le sous-marin à l'Amirauté. Le K-13 atteint une vitesse record de 23 nœuds, obtenant ainsi l'honneur d'être le sous-marin le plus rapide du monde. Il effectue une plongée réussie à 25,3 mètres pendant environ 2 heures, laissant l'équipage, les entrepreneurs et les évaluateurs ravis que le test du navire soit presque terminé. Le dernier point de la liste de contrôle consiste à confirmer que les couvercles des cheminées et les prises d'air de la salle des chaudières sont effectivement étanches. Les évaluateurs n'ont pas pu vérifier les couvercles des cheminées pendant la plongée parce que la salle des chaudières était trop chaude. Ils prévoient donc une courte plongée de 15 minutes après le déjeuner. Après la remontée, l'équipage ouvre les prises d'air de la salle des chaudières pour la refroidir avant la prochaine plongée, tandis que le K-13 se prépare pour la seconde plongée. L'équipage régulier de 53 officiers et marins est accompagné de 11 membres de l'Amirauté et de sous-traitants, 11 directeurs et employés de Fairfield, ainsi que de 2 officiers de la Royal Navy du K-14, agissant comme observateurs pour acquérir de l'expérience. L'emplacement du sous-marin se trouve à une courte distance du Shandon hydropathique, une station de santé à Helensborough, en Écosse. L'eau est calme et la marée est haute. Alors que l'équipage se prépare à plonger, l'ordre est donné de fermer toutes les écoutilles. Le lieutenant-commandant Godfrey Herbert, capitaine du K-13, jette un dernier regard autour de lui avant de fermer l'écoutille de la tour de commandement. Il ordonne demi-vitesse en avant sur les 2 moteurs. Lorsqu'ils atteignent une position en face du Shandon Hydro, il donne l'ordre de plonger en réglant les hydroplanes sur des angles de plongée. Le sous-marin glisse doucement sous la surface. Le lieutenant-commandant Herbert ordonne de stabiliser à 6 mètres, mais le sous-marin continue de plonger. Un membre de l'équipage de la salle des machines signale que la salle des chaudières est en train d'être inondée. La porte étanche menant à la section arrière est rapidement fermée et verrouillée, même si cela signifie une mort certaine pour les hommes. Coincés dans les compartiments à l'arrière de la salle des machines, derrière la cloison dans la salle de contrôle, les invités civils réalisent que quelque chose ne va pas. Le manomètre de profondeur indique que le sous-marin coule beaucoup plus vite que prévu. Leurs oreilles leur font mal alors que la pression de l'air change rapidement, comprimant l'air autour d'eux. Même si la porte étanche de la cloison est fermée, le K-13 possède des tubes acoustiques qui relaient les compartiments. Ces tubes acoustiques sont équipés de leur propre soupape de navette. Alors que l'eau inonde la poupe,
L'afflux d'eau comprime l'air dans les autres compartiments à travers les tubes acoustiques. Le lieutenant-commandant Herbert ordonne une remontée d'urgence à la surface. Les hydroplanes sont placés en position de montée maximale et les ballastes sont purgés de toute l'eau, mais le K-13 continue de descendre rapidement. La flottabilité d'un sous-marin est contrôlée par l'eau dans les ballastes. Plus il y a d'eau, plus le sous-marin devient négativement flottant et coule. Pour obtenir une flottabilité positive, il faut évacuer l'eau. Sous l'eau, le sous-marin pompe de l'air dans les ballastes pour en chasser l'eau. Essentiellement, la taille de la bulle d'air dans le ballast compense le poids du sous-marin. L'inondation de la salle des chaudières alourdit progressivement le sous-marin que les ballastes ne peuvent compenser. Un jet d'eau passe par l'un des tubes acoustiques et inonde le tableau de commande, provoquant un court-circuit, ce qui fait sauter les fusibles et enflamme les câbles. La salle de contrôle se remplit d'une fumée blanche et suffocante. L'équipage éteint rapidement le feu à main nue et ferme les vannes des 3 tubes acoustiques menant de la salle de contrôle vers l'arrière du sous-marin. En rapide succession, des ordres sont donnés pour fermer toutes les portes étanches et larguer la quille avant de Diston qui sert de lest. Mais cela n'arrête pas la descente incontrôlable du sous-marin. Quelques instants plus tard, sa poupe se pose sur le fond boueux de l'écluse à 15 mètres de profondeur. Le K-13 repose sur le fond, avec une légère gîte sur bâbord et une inclinaison de 4 degrés vers le haut à la proue. Le lieutenant-commandant Herbert fait le compte de l'équipage et évalue les dégâts du sous-marin. 31 des hommes à bord du sous-marin sont portés disparus, présumés noyés. Dans la section arrière inondée, une seule porte étanche sépare les survivants restants des compartiments inondés. Dans la section arrière se trouve la salle des machines avec divers contrôles. Sans accès à ces commandes, K-13 est incapable d'évacuer l'eau ou l'huile des réservoirs arrière, ni de larguer la quille arrière de Diston, et leur réserve d'air est faible. Une quantité considérable a été utilisée pour essayer d'évacuer l'eau des réservoirs de ballast, et une grande quantité d'air consommée lors de la plongée précédente n'a pas été remplacée. Heureusement, les batteries sont complètement chargées, donc ils ont de la lumière et ils peuvent pomper de l'eau ou comprimer de l'air. L'équipage utilise brièvement le compresseur pour égaliser la pression interne du sous-marin avec celle de l'eau sur la coque. Après avoir discuté de leur chance d'être secourus, l'équipage se rend compte qu'il doit attendre environ 18 heures avant de pouvoir espérer une réponse de la surface. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse surface avant 15h30 et il fera nuit vers 16h00, ce qui retardera probablement tout sauvetage jusqu'au lendemain. À la surface, le capitaine de l'E-50, un autre sous-marin en essai de plongée, observe la plongée du K-13. Le capitaine remarque que quelque chose ne va pas. Il largue une bouée pour marquer l'endroit, puis signale l'incident. L'alerte est donnée et un appel est passé à Fairfield, où une équipe de sauvetage et de récupération est immédiatement organisée. 6 heures plus tard, une canonnière et 2 remorqueurs de sauvetage partent pour Gerlock. La canonnière Gossamer arrive sur les lieux à minuit. Elle dispose d'une combinaison de plongée mais pas de plongeur, donc l'équipe doit attendre quelques heures l'arrivée d'un plongeur de sauvetage. Lorsqu'il arrive, il enfile rapidement la combinaison et entre dans l'eau, mais la combinaison est vieille et n'a pas été entretenue. Elle fuit et le plongeur manque de se noyer. Le remorqueur Trush arrive également sur les lieux, mais il n'a ni combinaison ni plongeur, donc l'équipe de secours doit attendre qu'une combinaison de plongée soit apportée sur le site. À l'intérieur du K-13, le professeur Percy Hillhouse, l'architecte naval de Fairfield, calcule l'air restant et combien de temps il durera. Il pense que les 48 survivants n'ont tout au plus que 8 heures. Pour prolonger leur air, ils utilisent la réserve d'air comprimée du sous-marin. À l'aide du compresseur d'air, l'équipage laisse s'échapper une petite quantité d'air usé dans la salle des torpilles et refoule l'air usé dans les bouteilles d'air comprimé. Je pense qu'ils essaient de maintenir la pression à un niveau constant et de faire circuler l'air. Cela fournit de l'air neuf, mais avec des niveaux croissants de dioxyde de carbone, puisque l'air est vicié, respirer devient plus difficile et plus laborieux. Ils limitent leur mouvement au minimum, donc ils utilisent moins d'oxygène dans l'air. Certains essaient de dormir pour économiser l'air. Le lendemain, à 08h00, l'équipage du K-13 aperçoit des traînées de lumière à travers le périscope, en regardant par le hublot. Sur le côté de la tour de commandement, ils distinguent la rambarde en fil de fer du pont supérieur du sous-marin. Ils décident de relever le mât du K-13 en espérant qu'il indiquera leur position lorsqu'il percera la surface.
Mais lorsqu'il relève le mât, le sommet heurte l'un des navires de sauvetage et se plie, et les sauveteurs ne voient pas le signal. Peu de temps après, l'équipage entend de lourds pas et des coups à l'extérieur de la passerelle. Ils répondent aux coups pour établir la communication par le biais du code Morse. Ils n'entendent sans pas de réponse et considèrent donc le bruit des coups comme une possible hallucination à cause du mauvais air qu'ils respirent. L'équipage retourne à la tente, espérant que quelqu'un viendra les secourir. Mais le plongeur entend les coups venant de l'intérieur du sous-marin et remonte à la surface pour signaler ce qu'il a découvert. Alors que l'équipage attend, ils mettent en marche la pompe pour évacuer l'eau de la salle des torpilles centrales afin de réduire le poids dans le sous-marin et d'empêcher l'eau d'atteindre les batteries sous la salle de contrôle. Le lieutenant-commandant Herbert et le commandant Francis Goodhart, capitaine du navire jumeau K-14 qui est là en tant qu'observateur, discutent d'un plan pour que l'un d'eux atteigne la surface. Le lieutenant-commandant Herbert, qui était le capitaine du K-13, doit être le dernier homme à bord pour s'assurer que tout le monde sorte avant lui. Le commandant Goodhart tente de rejoindre la surface tandis que les hommes préparent le kiosque pour son évasion. Le kiosque est une lourde pièce en laiton située au-dessus de la salle de contrôle. Il mesure 1,6 m de long, 1 mètre de large et 1,2 m de haut. Pour monter dans le kiosque, le commandant Herbert grimpe par une trappe dans la salle de contrôle dont le couvercle étanche s'ouvre vers le haut dans le kiosque. À l'intérieur du kiosque, la partie arrière du toit possède une trappe de sortie avec un couvercle étanche équilibré qui s'ouvre vers le haut dans la timonerie. La partie avant du toit du kiosque possède un dôme d'une hauteur d'1 mètre. Le dôme possède un compas projecteur affichant ses relèvements sur la vitre, permettant au timonier de les voir. Lorsqu'il regarde vers la mer pour préparer l'évasion, le compas projecteur est retiré afin de créer plus d'espace dans le kiosque et le dôme. Alors que les commandants préparent le plan d'évasion, le professeur Hillhouse prend un cylindre en étain et y glisse un message. Le message énumère les noms des survivants, la description de leur état et leurs besoins. Le cylindre en étain est recouvert de fanions rouges pour le rendre visible à la ligne de flottaison. Il ordonne au commandant Goodhart d'emporter cela avec lui et de le relâcher dès qu'il quitte la passerelle. C'est leur plan de secours au cas où le commandant Goodhart n'y parviendrait pas. Une fois les préparatifs terminés, les deux commandants enlèvent la plupart de leurs vêtements, entrent dans le kiosque et ferment la trappe inférieure. En dessous d'eux, les hommes dans la salle de contrôle verrouillant la trappe inférieure et ouvrent une valve d'air haute pression pour pressuriser le kiosque. Sans cette pression, l'eau garderait la trappe extérieure scellée. L'équipage entend un grondement et un gargouillement dans le kiosque, signalant l'ouverture de la trappe extérieure et l'entrée de l'eau. À l'intérieur du kiosque, les deux commandants ouvrent la trappe supérieure et se tiennent près du dôme. Alors que le kiosque se remplit d'eau de mer glacée, le bruit de l'air sous haute pression leur assourdit les oreilles, et un épais brouillard envahit la partie supérieure. Le dôme crée une poche d'air où les deux hommes attendent jusqu'à ce que le kiosque et la timonerie soient inondés d'eau de mer. Lorsque l'eau atteint le niveau de la taille, le commandant Goodhart fait signe au capitaine de corvette Herbert et plonge dans l'eau froide, se dirigeant vers la trappe supérieure. Cela mène à la timonerie, où il prévoit de nager vers l'arrière, là où se trouve la porte de sortie. Le capitaine de corvette Herbert suit pour refermer la trappe supérieure derrière lui. Lorsqu'il passe la trappe, l'air comprimé le pousse vers le haut dans la timonerie. Par pur hasard, il est emporté par l'air qui s'échappe vers l'arrière et remonte à travers la trappe située à l'extrémité arrière du toit de la timonerie. Alors qu'il lutte pour nager, il est porté par l'air ascendant jusqu'à la surface. Il refait surface près du navire de sauvetage Thrush et des mains vigoureuses l'attrapent et le hissent à bord. Les premiers mots du lieutenant-commandant Herbert sont « Où est Goodhart ?» Les sauveteurs n'ont pas vu le commandant Goodhart ni le cylindre en métal. Lorsque le commandant Goodhart sort de l'écoutille supérieure de la tour de commandement, il est projeté violemment vers le haut par l'air qui s'engouffre, se cognant la tête contre le toit de la timonerie, ce qui le met hors de combat. Son corps reste coincé à l'avant de la timonerie et il se noie dans la salle de contrôle. Les hommes attendent le signal du lieutenant-commandant Herbert pour évacuer l'eau de la tour de commandement. Après l'évacuation de l'eau de la tour de commandement, ils pourront ouvrir la trappe inférieure pour qu'ils les rejoignent, mais les hommes n'entendent pas le signal du lieutenant-commandant Herbert. Après un certain temps d'attente, ils supposent que les deux commandants se sont échappés à la surface. À la surface, le lieutenant-commandant Herbert ne perd pas de temps et informe les sauveteurs des détails du sous-marin et des survivants.
Le rapport de première main sur les conditions à l'intérieur du K-13 informe les sauveteurs sur la manière de procéder. La priorité était de fournir de l'air aux sous-marins coulés pour maintenir les hommes en vie. Avec de l'air supplémentaire, on peut augmenter la pression afin de soutenir la cloison de la salle des machines qui fuit. Si la cloison cède, l'eau inondera les compartiments avant et noiera les survivants. Des experts de Fairfield sont consultés et des plans sont élaborés. Des tuyaux blindés sont préparés pour s'adapter au raccordement d'air haute pression avant existant. Ces ouvertures sont équipées de vannes ou de couvercles étanches, accessibles de l'intérieur et de l'extérieur. Le sous-marin. Les raccords de tuyaux et les adaptateurs sont fabriqués par le service moteur à Fairfield, et le tuyau d'air haute pression est fourni par le sous-marin E-50. À 18h00 mardi, l'équipage entend du code Morse frapper sur la coque pour leur faire savoir qu'un tuyau haute pression est connecté au système d'air du K-13. L'équipage ouvre lentement la vanne intérieure reliée au tuyau haute pression, mais de l'eau de mer s'engouffre dans le sous-marin au lieu de l'air. Ils frappent un message pour informer les plongeurs de ce qui se passe. L'équipage attend à nouveau pendant que le plongeur déconnecte et répare le tuyau d'air. Le problème vient de la glace bloquant la conduite. À 4 heures du matin mercredi, 37 heures après l'accident, le tuyau d'air est de nouveau raccordé et de l'air propre et sec circule dans le sous-marin. L'équipage laisse un peu d'air circuler dans la coque, puis ils rechargent leurs bouteilles d'air épuisées à 5 heures du matin. Après avoir rempli plusieurs groupes de bouteilles, l'équipage commence à purger. Les ballasts avant, ce sont les 7 réservoirs externes les plus à l'avant et les réservoirs internes situés à l'avant de la salle des chaudières qu'ils purgent un à un. Ils observent la bulle sur les niveaux à bulles avant et arrière pour voir si la proue se soulève. Au fur et à mesure que chaque réservoir se remplit d'air, ils observent sans rien voir se produire. Lorsqu'ils pompent de l'air dans le dernier réservoir, la bulle bouge enfin, la proue s'élève lentement et perce la surface de l'eau. La poupe du K-13 est coincée dans près de 4 mètres de boue, donc le sous-marin reste en équilibre à un angle raide, l'équipage ne peut pas se déplacer à l'intérieur du sous-marin. Ils perdent l'équilibre et glissent jusqu'au fond du compartiment. Les sauveteurs fixent un câble en acier sous la coque du K-13 et soulèvent la proue jusqu'à ce qu'elle émerge nettement au-dessus de la surface. Le lieutenant-commandant Herbert voit une occasion de faire sortir les survivants par les tubes lance-torpilles, mais le K-13 glisse légèrement en arrière, laissant le bas des tubes juste sous la ligne de flottaison. À 06h30, un autre câble est fixé à la coque et un tuyau de protection flexible de 10 cm est attaché au sous-marin. Un tuyau d'aspiration est jamais passé à travers pour extraire l'air vicié, qui est sa noire et nauséabond. L'équipage peut enfin respirer de l'air frais. Mais à mesure qu'ils extraient l'air, la pression diminue et la cloison de la salle des chaudières commence à fuir rapidement. Le tuyau de protection de 10 cm est assez large pour permettre à l'équipage du sous-marin et aux sauveteurs d'échanger des messages en criant. Il est aussi assez grand pour laisser passer de petits morceaux de nourriture. Les sauveteurs envoient une bouteille de cognac, du lait et du chocolat pour réchauffer l'équipage. Enfin, ils envoient un tuyau d'air à haute pression pour compléter l'approvisionnement en air existant. Cela remplit la cabine de plus d'air frais. L'équipage apprend que le lieutenant-commandant Herbert est sain et sauf, mais que le commandant Goodhart n'a pas réussi à entrer dans le sous-marin. Un raccord du compresseur se détache. En le reconnectant, l'un des hommes provoque accidentellement un court-circuit, ce qui fait sauter le fusible principal et tout devient complètement noir. L'équipage doit utiliser des lampes de poche pour voir ce qu'il fait à la surface. Les sauveteurs essaient d'élaborer un plan pour secourir l'équipage. Les tubes lance-torpilles sont inutilisables car partiellement immergés sous la ligne de flottaison. Les sauveteurs décident de découper un trou dans le gaillard d'avant ou le pont surélevé à la proue du sous-marin, de pomper l'eau entre le gaillard et la coque principale, puis de découper un autre trou juste en dessous, dans la coque principale. L'eau peut être évacuée en environ 21 minutes et les trous peuvent être découpés à la torche oxyacétylénique en quelques minutes de plus. L'équipage reçoit l'ordre d'avancer et de se préparer à sortir par la proue, l'équipage à l'intérieur du sous-marin. Déchirez une doublure en bois et grimpez sur les tubes lance-torpilles, puis attendez que le trou soit découpé. Mais 20 minutes se transforment en 1 heure et la découpe ne commence pas à la surface. Les sauveteurs sont occupés à pomper l'eau. À mesure qu'ils pompent l'eau, davantage d'eau remplit les compartiments. L'équipage attend nerveusement dans l'obscurité, puis ils entendent un sauveteur crier « Avez-vous fermé les clapets ?» La superstructure du sous-marin a 4 ouvertures carrées au-dessus de son attache à la coque principale pour faciliter son remplissage et vidage.
Lorsque le navire plonge et refait surface, pour empêcher ces trous de laisser entrer l'eau pendant la navigation en surface, des clapets sont installés et contrôlés par des volants à l'intérieur du navire. Celles-ci étaient ouvertes pour les essais de plongée. L'équipage ferme les clapets et l'eau baisse rapidement. En quelques minutes, la coque intérieure est asséchée grâce aux pompes. Les sauveteurs utilisent le chalumeau oxyacétylénique pour découper un trou carré de 45 cm sur. À 15h, 57 heures après la plongée d'essai du K1346 survivant émerge par le trou de secours. Sur les 80 membres d'équipage responsables et visiteurs civils au total, 31 ont été piégés et se sont noyés dans la section arrière. Un est mort lors de la tentative d'évasion et 2 ont été portés disparus. John Steele, l'ancien ingénieur du Fairfield, et le lieutenant Lane, ingénieur à bord du K-13, ont réussi à ouvrir la trappe du moteur et à nager vers la surface. Le corps de Lane a été retrouvé environ 2 mois plus tard. Celui de Steele n'a jamais été retrouvé. Le plongeur a découvert que les 4 prises d'air de la salle des chaudières étaient complètement ouvertes. Elles auraient dû être fermées avant que le signal de fermeture de la salle des machines ne soit donné en salle de contrôle. L'accident n'était pas dû à un défaut de conception ou de construction, c'était une erreur humaine. Lors de l'examen du navire, le levier contrôlant l'air dans leur couvercle était ouvert. Le K-13 a été renfloué le 15 mars, 6 semaines après l'accident. Il a été révisé et remis en service sous le nom de K-22. Le K-22 a finalement été vendu pour la ferraille en décembre 1926.